dans la loi Egalim. Tout ça a permis d'élaborer ces fameux plans filières pour chacune des filières agricoles qui ont été présentées en début 2018. Et donc la filière vin a présenté son plan au ministre de l'Agriculture en début 2018, sous l'égide des interprofessions, puisque c'était une décision du président de la République, de fournir ces plans filières au sein des interprofessions. Donc la double présidence de Jean-Marie Barrière, le président du CNIV, du Comité national des interprofessions viticoles, et de Jérôme Despey, le président du Conseil spécialisé vin. 4 objectifs et 4 axes majeurs constituent ce plan: la responsabilité sociale et environnementale, la création et le partage de la valeur ajoutée, la résilience des entreprises et des filières, et de la filière vin, et bien sûr le développement à l'export. Ce plan a 1 an maintenant, il est donc conduit, comme je viens de vous dire, avec un certain nombre de groupes de travail qui élaborent des propositions, des méthodologies. Je m'intéresserai moi particulièrement donc, à l'axe 1, vous l'avez compris, et avec une dimension régionale très forte, puisque en particulier sur la transition écologique et la responsabilité environnementale, il a été décidé d'encourager, de suivre et de piloter les démarches régionales dans chacune des régions viticoles. Pourquoi? Parce que la démarche collective dans le filière elle est fortement ancrée au niveau territorial et au niveau des bassins, au sein de vos interprofessions, de vos syndicats, et c'est à cette échelle-là que les choses doivent se passer. Alors, que retrouve-t-on dans l'engagement du plan filière? On parle d'engagement, d'ambition, on n'est pas au sein de ce plan dans le cadre d'objectifs mesurés, fixés, et on est plutôt dans les ambitions générales de la filière. Je le disais, sur l'engagement social, sociétal, on est, dans un premier temps, on avait repris dans le plan l'objectif lié à la réduction et aux limitations d'exposition des produits phyto, avec abandon dans un délai de 5 ans pour ceux nécessitant le port des EPI. On a toujours ce débat donc, sur l'exposition et le port des EPI, des équipements de protection individuelle obligatoires. Donc, c'est inscrit dans le plan. La limitation des accidents du travail et des troubles musculo-squelettiques, c'est également encouragé. Et le développement d'un parc territorial, qui est très sensible en Alsace en particulier, à travers les chartes riverains, la promotion des métiers de la vigne et du vin, on aura un exemple aujourd'hui. Et enfin, sensibiliser et éduquer à une consommation raisonnable, c'est tout le travail que vous menez dans le cadre de ma société, qui ne reviendrai pas aujourd'hui, mais c'est tout l'aspect lié à la consommation responsable et raisonnable. Sur l'engagement environnemental, un plan ambitieux qui fixe un certain nombre d'engagements, donc sur 50% d'exploitation en certification environnementale à 2025, si la loi dans les SICO à 2030, vous voyez qu'on est sur les mêmes objectifs. L'abandon des herbicides chimiques sur 50% des surfaces d'ici 3 ans, le renouvellement des matériels de pulvérisation, de performance d'ici 5 ans, l'usage de produits alternatifs, et c'est tout le sens justement ces alternatives avec le plan biocontrôle et le développement du biocontrôle. Et enfin, la modification des cahiers des charges, et ça c'est important, pour permettre des solutions, des modes de conduite alternatifs. Bernard a évoqué, c'est déjà dans le sens de l'introduction des fameuses mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges. Donc il y a des engagements ambitieux qui sont aujourd'hui déclinés, et je le présenterai, dans chacune des régions. N'oublions pas, et tout ça c'est sous condition d'aide à l'investissement, à la fois de l'État et des régions, et c'est actuellement tout le débat sur la capacité d'accompagnement et de renouvellement en termes notamment d'investissement de la maison. Cette responsabilité, c'est donc, on vient de le voir, accompagner et financer la transition, mais également préparer la filière et les territoires au changement climatique, le contexte plus général. Donc, je ne vais pas revenir, mais on est bien sur la réduction de la dépendance aux produits phyto, et ce plan insiste sur les zones viticoles spécifiques, notamment les vignobles en forte pente pour photo, les vignobles à forte densité, pour lesquels on n'a pas de solution, et certains, ça ne vous aura pas échappé, le discours du président de la République lors du salon de l'agriculture sur le vignoble sans glyphosate dans 80% des situations. Donc on a introduit aujourd'hui cette notion d'objectif avec, on n'est pas 100% de sortie, 100% de zéro glyphosate, donc il y a bien cette notion de traiter des cas particuliers sous dérogation. Encourager l'application des mesures environnementales, je l'ai dit, fixer un cap en matière de viticulture durable, et là on parle sur les objectifs globaux de viticulture durable, sur notamment l'eau, la biodiversité ou le carbone, avec la réduction de l'impact du carbone, dans le cadre notamment de la réduction d'impact environnemental. Et enfin,
enfin, recenser les démarches de progrès régionales engagées au sein de chaque région viticole, et c'est le sens du travail qui est fait au niveau national pour encourager et suivre l'ensemble des démarches régionales. Alors cet agenda de solutions, je vais passer assez vite puisque mes collègues vont y revenir tout au long de la matinée. Pour nous, c'est important au niveau de l'IEV, c'est bien apporter des solutions à court et moyen terme, je le dis, 3 à 5 ans, mais également préparer les solutions de demain pour proposer des solutions alternatives. Donc le premier levier disponible aujourd'hui au niveau du viticulteur, au niveau de l'exploitation, c'est la prévision des risques et le renforcement de l'accompagnement individuel dans le cadre notamment des outils de la décision, du développement des modèles de prédiction de maladies qui sont développés, et de solutions interconnectées pour le viticulteur à l'échelle de sa parcelle. Donc il y a un travail qui a déjà été engagé depuis de nombreuses années, et Xavier Burguin interviendra et vous présentera les modèles, le développement de nouveaux modèles, et notamment le modèle des Décicrète, qui a été développé par notre collègue de Bordeaux, pour justement apporter un conseil direct à l'exploitation. Et ça se place concrètement, notamment dans ce contexte réglementaire de la séparation de la vente et du conseil, qui va nécessiter d'avoir un conseil plus pointu, plus précis à l'échelle de chacune des exploitations. Le deuxième levier, c'est la pulvérisation, on y reviendra. On considère aujourd'hui qu'avec l'amélioration des conditions de pulvérisation, c'est pratiquement 30% de réduction d'intrants qui peuvent être gagnés. Le parc de pulvérisateurs national est vieillissant. On est à un taux de renouvellement de moins de 5%. On a la moyenne, je parle au national, est de l'ordre de 13 ans moyenne d'âge des pulvés. Mais surtout encore avec 70% de pulvérisateurs qui sont de type route pneumatique. Donc dans certaines régions, il y a un effort à faire. Et on considère que c'est pour nous un levier majeur sur la réduction des intrants, avec deux objectifs. Et 2019 pour nous sera une année importante. C'est la labellisation et la classification des performances agro-environnementales. Vous avez ici figuré une symbolique de type électroménager où on pourra classer les pulvérisateurs selon cette grille. Avec donc l'objectif, c'est bien sûr améliorer les conditions de pulvérisation. Je ne rentre pas trop dans le détail, et bien sûr les enjeux liés à la dérive, avec le développement de solutions pour réduire la dérive. Le troisième levier, c'est la réduction de l'usage des herbicides de synthèse. Là, je l'ai dit, des solutions qu'on peut produire à court terme, puisque on voit très clairement la réduction et la suppression des molécules et des solutions. Donc désherbage mécanique du sol, je pense que Christophe Guérigno rentrera dans le détail, mais avec des enjeux majeurs en termes d'accompagnement des viticulteurs, à la fois sur la formation, la main-d'œuvre, il y a beaucoup d'impasse de ce côté-là, et le coût, puisqu'on est là, bien sûr, sur des investissements en termes de matériel de travail du sol et développement de solutions innovantes sur la robotique. Même chose sur la gestion de l'enherbement en vignoble, une région qui a beaucoup travaillé sur ces aspects-là, et avec notamment, on l'évoquait dans le cadre du changement climatique, le développement d'espèces nouvelles pour s'adapter aux contraintes hydriques ou des solutions prometteuses, peut-être pour demain, à travers la robotique. Pour demain, c'est-à-dire à l'échéance de 5 à 10 ans, c'est des solutions de biocontrôle. Nous mettons en œuvre aujourd'hui un programme important sur le biocontrôle à l'échelle nationale. Alors, un certain nombre de solutions existent, elles se diffusent. On a parlé des tordeuses à travers la confusion sexuelle, mais également la lutte contre les acariens, à travers des solutions de contrôle de type macro- ou micro-organismes ou substances naturelles. Dans tous les cas, on estime aujourd'hui qu'il y a un besoin majeur d'accroître l'effort de recherche sur les solutions de biocontrôle pour améliorer les conditions d'utilisation, parce qu'aujourd'hui, elles paraissent encore assez et insuffisamment efficaces pour remplacer les solutions actuelles. Donc c'est là-dessus que doit porter l'effort, et un plan national de biocontrôle a été construit, un consortium de biocontrôle associant les partenaires privés et les partenaires de la recherche a également été constitué. Dernier levier, la création variétale. Vous aurez aujourd'hui l'occasion de déguster les 4 dernières variétés inscrites au catalogue en 2018. Artaban, Bidoc, Floréal et Voltis, qui sont des créations du programme Résurinra. Retenir que sur l'aspect matériel végétal, il faut bien sûr engager la création variétale, mais également développer des recherches sur les porte-greffes, c'est ce qui est fait actuellement, notamment sur l'adaptation à la sécheresse, et enfin explorer la diversité des cépages existants,
secondaires ou étrangers pour apporter des solutions. On l'a évoqué, et je terminerai là-dessus, sur notre agenda, c'est l'accompagnement vers la certification environnementale. Aujourd'hui, une diversité de certifications ou de démarches environnementales existe. Terravitis, que vous connaissez, des démarches régionales en Champagne, à Cognac ou à Bordeaux, je vais ne citer que celle-ci, avec des référentiels régionaux. Ce qui est ainsi que des démarches là qui sont portées plutôt par la coopération, niveau en développement durable en Languedoc et également avec des cas particulières. Le développement du bio, c'est une région fortement concernée, et plus récemment avec un développement important de la haute valeur environnementale. C'est plus de 1500 exploitations aujourd'hui certifiées, dont la majorité en viticulture, avec des ateliers viticoles et des exploitations viticoles. Donc il y a un développement important de cette haute valeur environnementale, et notamment du fait des démarches collectives. Il y a un certain nombre de régions viticoles qui sont engagées à accompagner la HVE, haute valeur environnementale, au sein des exploitations, soit avec une démarche portée par les interprofessions, soit plus récemment, je prendrai l'exemple des Côtes-du-Rhône dans leur plan stratégique, au niveau du syndicat de l'ODG Côtes-du-Rhône. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement qui va, Valérie y reviendra, mais ça progresse fortement sur aujourd'hui les certifications environnementales. Il faut atteindre l'objectif d'une exploitation sur deux, ça fait 40 000 exploitations en certification en 2025, il y a encore un peu de chemin à faire. Pour gagner du temps, je vais passer sur ce guide de sensibilisation. Bernard l'a évoqué, c'était le temps fort du salon de l'agriculture, et il est à votre disposition, vous l'avez dans vos mallettes, Valérie Enfin vous le présentera en détail. Je terminerai sur ce panorama, et je veux insister sur ce point-là. J'anime, je l'ai pas dit, la commission technique mixte entre le CNIB et l'IEP sur l'accompagnement de la transition écologique et sensibilière. Et bien sûr, pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner les filières dans le cadre des démarches régionales. Donc, on en recense plus d'une quinzaine aujourd'hui. On avait historiquement un certain nombre de régions fortement engagées. J'ai repris les référentiels, notamment la Champagne, qui historiquement été engagée depuis de nombreuses années. Le référentiel Cognac aujourd'hui, avec l'objectif de 100% d'exploitation dans la certification et dans le référentiel viticulture durable à Cognac. Vous avez près de chez vous les chartes en Bourgogne qui ont engagé nos terroirs et nos territoires. Ici, le CME Bordeaux qui s'appuie sur des associations avec un référentiel 400 000 et plus récemment, le plan stratégie environnementale qui est porté par le syndicat des Côtes-du-Rhône, là aussi avec un objectif HVE, réduction des herbicides. Et je citais également ici, vous avez l'exemple du Val-de-Loire, avec une nouvelle gouvernance mise en place, avec un objectif avant l'été de produire le plan filière pour le Val-de-Loire sur ces enjeux. Je vais volontairement pas citer on aura très matinée pour y venir, mais vous voyez que j'insiste et je terminerai là-dessus, c'est la force du collectif, ça a été dit, c'est la force aussi de nos filières de pouvoir s'appuyer sur des démarches interprofessionnelles, syndicales, à l'échelle des communes, à l'échelle des régions viticoles, pour pouvoir accompagner cette transition. Et je vous remercie pour votre attention, et bonne matinée à tous.